Le sol tremble en Afrique de l'Ouest. Des mines d'uranium du Niger aux veines d'or du Ghana, des champs de café de l'Ouganda au vent désertique du Burkina Faso. Quelque chose est en train de se libérer. Pendant des siècles, l'Occident a chuchoté un mensonge. Que l'Afrique resterait toujours un fournisseur de matières premières bon marché, silencieuse et obéissante. Mais aujourd'hui, cette illusion se brise. Les usines d'Europe et d'Amérique ressentent désormais la pression. Le pétrole, l'or, le lithium, des ressources autrefois tenues pour acquises, ne sont plus garanties. Les chaînes de dépendance s'inversent. Ce n'est plus l'Afrique qui court après le monde, c'est l'Occident, inquiet, désordonné, réalisant que sa propre survie est liée au sol qu'il a jadis exploité. Et au cœur de ce bouleversement se dresse un homme, Ibrahim Traoré, le jeune dirigeant du Burkina Faso. Il ne se contente pas de gouverner, il défie, il réécrit le rôle de l'Afrique dans l'histoire mondiale. Restez ici. Ce que vous êtes sur le point d'entendre ne concerne pas seulement la politique ou le commerce, il s'agit de la dignité ressuscitée. Si vous croyez que l'éveil de l'Afrique a commencé, abonnez-vous dès maintenant et suivez ce voyage jusqu'au bout. Selon les rapports de Reuters et d'Al Jazeera, plus de 10 nations africaines ont imposé ces dernières années des restrictions strictes sur les exportations de matières premières. Le Ghana exige désormais que les producteurs d'or vendent une part de l'or raffiné directement à sa banque centrale. L'Ouganda interdit l'exportation de grains de café non transformés. Le Gabon proscrit les exportations de bois brut, tandis que le Niger a resserré ses expéditions d'uranium autrefois destinées à la France à bas prix. Ces mesures ne sont pas de simples ajustements mineurs. Elles représentent une révolution structurelle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, ce qui était autrefois automatique. Le flux de la richesse africaine vers l'extérieur a été perturbé. Les règles du jeu changent et l'Occident n'est pas préparé. Mais ce n'est que la surface de l'iceberg. En dessous se trouve une révolution plus profonde, celle qu'Ibrahim Traoré et le Burkina Faso mettent en lumière. L'air nocturne de Ouagadougou portait un étrange silence. Pendant des décennies, la capitale du Burkina Faso avait vécu sous l'ombre de la pauvreté. Ces jeunes contraints à migrer, ces agriculteurs écrasés par un commerce inéquitable, ces dirigeants liés par des prêts étrangers, les agences d'aide venaient et repartaient en offrant des colis alimentaires et des promesses sans messe-menta. Mais les chines de la nation se courbaient davantage à chaque poignée de main venue de l'étranger. Puis vint le jour où Ibrahim Traoré se dressa devant son peuple, non pas dans le costume soigné d'un diplomate occidental, mais dans l'uniforme d'un soldat qui avait goûté à la poussière du champ de bataille. Sa voix ferme mais ardente déclara « Nous ne vendrons plus le sang de notre sol pour des miettes ». Le Burkina Faso décidera de son propre avenir. Ce n'était pas seulement un discours, c'était une rupture. Dans les villages, les anciens qui avaient connu les jours de la colonisation acquiétaient, avec des larmes aux yeux. Les jeunes étudiants, impatients et avides de dignité, levèrent que le poing. Les femmes dans les marchés murmuraient « Enfin, l'un des nôtres parle ». Ce que Traoré réclamait n'était pas seulement une réforme, c'était la souveraineté. Il refusa d'accepter les contrats rédigés à Paris ou à Washington qui transformaient l'ordre de sa nation en la fortune d'autrui. Il regarda les registres du FMI et y vit des chaînes déguisées en chiffres. Et il dit au monde « plus jamais ». Le choc se répercuta bien au-delà du Burkina Faso. Les responsables occidentaux murmuraient à propos de instabilité, mais dans les villages, la stabilité n'avait jamais existé. Ce qu'ils entendirent dans les paroles de Traoré n'était pas l'instabilité, c'était la libération. À partir de ce moment, le Burkina Faso ne fut plus un pion silencieux sur l'échiquier. C'était une voix forte et défiante, déclarant que le destin de l'Afrique ne serait plus dicté de l'extérieur. Le courage du Burkina Faso ne se dressait pas seul. À travers le continent, d'autres nations prenaient en caissant des mesures autrefois impensables. Le Ghana, longtemps reconnu comme l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique, n'autorisait plus que son trésor s'écoule à vil prix dans des coffres étrangers. Désormais, il exigeait que les compagnies internationales raffinent une partie de l'or sur place, gardant la valeur dans le sol où il était pris d'en nez. Louga, lassé de vendre des grains bruts pour que d'autres en profitent, déclara que son café ne serait plus exporté non transformé. Il serait torréfié, emballé et marqué sur le sol africain, créant des emplois pour ses propres fils et filles. Ces politiques n'étaient pas isolées. Elles étaient des signaux qu'un continent autrefois enchaîné par la dépendance avait trouvé sa voie. Et au centre de ces échos se tenait Ibrahim Traoré. Bien que le Burkina Faso n'eût ni la taille du Nigeria ni la richesse de l'Afrique du Sud, il possédait quelque chose de plus grand, l'esprit de défi. Les discours de Traoré résonnaient en bien au-delà de Ouagadougou. À Dakar, à Kinshasa, à Accra, son nom se murmurait comme une étincelle de feu. L'Occident tenta de le balayer comme de la rhétorique. Ils l'appelèrent populisme, radicalisme, voire dangereux. Mais pour les peuples d'Afrique, c'était un miroir reflétant une vérité qu'ils avaient tort toujours connue. La dignité ne s'importe pas et la liberté ne s'emprunte pas.
Dans les marchés de Kaassa, une vieille femme vendant du mil fut interrogée sur Traoré. Elle sourit et dit « Pour la première fois, je crois que mes petits-enfants n'auront pas mendié ce qui leur appartient déjà. » C'était la révolution plus profonde. Pas dans les parlements d'Europe, mais tranque, mais dans les cœurs des agriculteurs, des mineurs, des commerçants et des maires à travers l'Afrique. Une révolution de l'estime de soi, et ainsi la question pour le monde devint plus aiguë. Ce continent autrefois divisé et exploité, pourrait-il vraiment s'unir sous des dirigeants comme Traoré, ou bien les anciennes forces de pouvoir reviendraient en elles pour réduire au silence l'éveil? Si vous croyez que le courage d'Ibrahim Traoré est la voix de l'Afrique, partagez vos réflexions dans les commentaires. Faites savoir au monde que l'Afrique n'est pas endormie. Elle se lève au plus profond des sables du Niger, sous les villages où les enfants joutent le pied peu nu, d'uranium, le minerai même qui alimente le réseau nucléaire de la France. Pendant des décennies, Paris éclairait ses villes avec le feu africain, tandis que le Niger restait l'une des nations les plus pauvres de la planète. Cette contradiction était cachée à la vue de tous, tolérée, justifiée comme le coût du partenariat. Mais un jour, le silence se brisa. Le Niger resserra ses exportations d'uranium et soudain, les lumières de Paris vacillèrent d'inquiétude. Le gouvernement français parla de crise, mais pour le peuple du Niger, c'était une justice trop longtemps attendue. Trop longtemps, leurs terres avaient été creusées, leurs richesses siphonnées, leurs enfants laissaient avec de la poussière tandis que les banques étrangères débordaient. Ce fut dans ce moment de défi qu'Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, se tint aux côtés du peuple nigérien. Il déclara que les rires de la soumission silencieuse étaient terminés. Si les ressources de l'Afrique alimentent le monde, dit-il, alors les peuples d'Afrique doivent être les premiers à en bénéficier. L'énoncé était simple, mais il résonna comme le tonnet. En France, des analystes parlèrent de instabilité. À Bruxelles, les responsables craignaient des perturbations. Pourtant, à Ouagadougou et à Niamey, ce qu'ils entendirent était autre chose, la liberté. Pour la première fois, les dirigeants ne demandaient du pas de l'aide, mais exigeaient l'équité. L'Occident avait toujours attendu que l'Afrique s'incline, mais désormais, avec l'uranium du Niger remis en question et la voix du Burkina Faso de plus en plus forte, l'équilibre des pouvoirs bascula. Le mythe de la dépendance, que l'Afrique avait besoin de l'Occident pour survivre, se fissurait. Ce que le monde voyait à la place, c'était l'inverse, que l'Occident, en vérité, dépendait profondément de l'Afrique. Et derrière cette révélation se dressait un jeune président soldat osant appeler le mensonge par son nom. Trop longtemps, l'Afrique avait été peinte comme le continent du silence. Un lion géant endormi tandis que le monde taillait sa peau. Les colonisateurs disaient « Nous apportons la lumière ». Mais la seule lumière qui leur tait était le feu du pillage. Pendant des siècles, le lion fut enchaîné, ses griffes émoussées, son rugissement réduit au silence. Maintenant, ce silence se brise. Du Burkina Faso au Niger, du Mali à la Guinée, une chorale s'élève. L'Afrique ne s'inclinera plus. Et au cœur de cette flamme montante se trouve Ibrahim Traoré, le jeune capitaine devenu président, le soldat qui parla avec l'autorité de siècles de lutte. Il ne se contente pas de résister aux puissances étrangères. Il ose rappeler à l'Afrique sa force. Pour beaucoup en Occident, cela semble dangereux. Pour les peuples d'Afrique, cela ressemble à la vérité. Pour chaque agriculteur qui a vu sa récolte vendue pour des miettes, pour chaque mineur qui a extrait une richesse ayant construit des gratte-ciels à l'étranger, mais laissé ses enfants pieds penus, la défiance de Traoré n'est pas de la politique, c'est la survie. Le lion n'est plus endormi. Ses yeux sont ouverts, son souffle est régulier, son rugissement tremble à travers les vents du désert, et le monde, autrefois à l'aise dans sa domination, entend maintenant l'écho de quelque chose d'ancien et d'inarrêtable. Un continent qui se lève pour réclamer son trône. Tout commença par des murmures dans les couloirs du pouvoir. Le Gabon, le Mozambique, la Namibie, la République démocratique du Congo, le Zimbabwe, chacun à son tour ferma les portes aux exportations brutes, déclarant que leurs forêts, leurs minerais, leur sang vital ne quitteraient plus le continent sans transformation. L'Occident appela cela du nationalisme des ressources. Les Africains l'appelèrent justice. Le Gabon refusa que ses forêts soient dépouillées. Le Mozambique interdit l'exportation de bois brut, exigeant que des usines s'élèvent sur son propre sol. La Namibie stoppa les expéditions de lithium, déclarant que si le monde voulait bâtir un avenir vert, il ne se construirait pas sur la pauvreté de l'Afrique. La RDC, terre de cobalt et de cuivre, les artères de la technologie moderne, exigea que la valeur soit forgée en Afrique et non volée à l'étranger. Et le Zimbabwe, longtemps puni par des sanctions, claqua la porte au chrome brut, insistant sur le fait que son peuple méritait plus que des miettes. Mais ce qui était remarquable, ce n'était pas seulement ses décisions, aussi audacieuses soient-elles, c'était la façon dont elles commencèrent à converger. Et au cœur de l'Afrique de l'Ouest, Ouagadougou devint plus qu'une capitale. Elle devint un feu de conseil. Ibrahim Traoré accueillit des délégations, des dirigeants,
des voix de tout le continent, non pas pour mendier de l'aide, non pas pour implorer des prêts, mais pour se tenir côte à côte pour déclarer ensemble « L'Afrique écrira son propre destin ». Pour la première fois de mémoire vivante, l'esprit du panafricanisme paraissait tangible. Des nations autrefois divisées par les frontières coloniales parlent désormais un langage commun, la dignité. Et au centre, Traoré se tenait non pas comme un dictateur, non pas comme un politicien, mais comme un messager, rappelant à ses frères et sœurs que la souveraineté n'est pas un rêve, c'est un devoir. Pourtant, avec chaque feu d'espoir vient l'ombre du doute. Dans les rues de Ouagadougou, où des fresques d'Ibrahim Traoré couvrent même maintenant les murs, les gens se demandent ce jeune dirigeant peut-il vraiment porter le fardeau des attentes d'un continent. Les diplomates occidentaux murmurent que Traoré est trop radical, que ses réformes isoleront le Burkina Faso. Ils prédisent l'effondrement des troubles, voire la fin. Mais sur les marchés, parmi les agriculteurs et les mineurs, la question est différente. Si ce n'est pas lui, alors qui? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? La lutte n'est pas seulement contre les puissances étrangères, elle est aussi contre la peur. L'Afrique a vu des dirigeants se lever et tomber, des promesses faites et rompues. Le peuple connaît trop bien la trahison. Voilà pourquoi chaque discours de Traoré porte à la fois le feu et le poids. Il ne doit pas seulement défier l'Occident. Il doit prouver que la dignité peut se bâtir dans des écoles, des routes et des ventres pleins. Et pourtant, tandis que des voix en Europe et en Amérique avertissent de l'instabilité, une vérité plus profonde émerge. Ce n'est pas l'Afrique qui craint le changement, c'est l'Occident. Pour la première fois depuis des siècles, l'Afrique refuse de jouer le rôle qui lui a été assigné. L'Occident, jadis confiant dans son contrôle, tremble maintenant à la possibilité que des nations comme le Burkina Faso puissant emmener un nouvel ordre. Dans le calme de la nuit, un ancien de Bobo Dioulasso l'exprima le mieux. Nous ne suivons pas Traoré parce qu'il est parfait. Nous le suivons parce qu'il est le premier à nous dire la vérité. La question persiste telle le tonnet à l'horizon. L'Afrique fera-t-elle suffisamment confiance à ses propres filles pour achever le voyage où les anciennes puissances réussiront-elles encore à semer la division? La place de Ouagadougou était remplie de milliers de personnes. Des agriculteurs aux mains brûlées par le soleil, des mineurs encore couverts de poussière, des mères portant leurs enfants sur leurs hanches. Tous étaient venus entendre les paroles de leur président. Ibrahim Traoré se tenait sur l'estrade, son uniforme simple, son regard inébranlable. Il ne lut pas de discours préparé. Il parla comme si l'histoire elle-même exigeait sa voix. « Nous ne demandons pas la permission d'être libres », déclara-t-il, sa voix résonnant comme le tonnet dans la foule. « Nous nous tenons debout pour la revendiquer. Trop longtemps, le Burkina Faso s'est courbé sous des dettes que nous n'avons pas créées, des traités que nous n'avons pas signés et des chaînes que nous ne méritions pas. Plus jamais. Nous ne sommes pas ici pour mendier, nous sommes ici pour décider. » Le rugissement de la foule fit trembler le sol. Les anciens qui avaient été vécus la colonisation serrèrent, centrés les poings. Les jeunes femmes levèrent des banderoles peintes d'un seul mot, souveraineté. Ce n'était pas seulement un rassemblement, c'était une alliance sacrée. Traoré ne parlait pas seulement pour le Burkina Faso, ses paroles étaient une bannière sous laquelle toute l'Afrique pouvait marcher. Il cita le Ghana, le Niger, l'Ouganda, le Gabon, des nations unies dans la défiance. Nous ne sommes pas des voix isolées. Nous sommes un cœur et le monde doit nous entendre. Pour la première fois depuis des générations, l'air du Burkina Faso ne portait pas la résignation, il portait la conviction. Depuis le cœur de Ouagadougou, le message commença à se répandre. À Bamako, des enfants peignirent sur les murs les paroles de Traoré. La liberté ne se demande pas, elle se prend. À Niamey, les travailleurs des mines d'uranium se transmettaient là la phrase d'un poste à l'autre. À Accra et à Kinshasa, les murmures s'amplifièrent. L'Afrique n'était plus un continent de silence, mais un continent de voix montantes. Le symbolisme était indéniable. Le Burkina Faso, petit par sa taille, mais immense par son courage, avait allumé une torche, et cette torche commença à illuminer les déserts, les forêts et les côtes de l'Afrique. La vision de Traoré ne concernait pas le pouvoir d'un seul homme. Elle concernait l'éveil d'un peuple à qui l'on avait longtemps dit d'attendre. Attendre l'aide, attendre la permission, attendre le progrès. Maintenant, l'attente était terminée. L'ère de l'obéissance et ça finit, déclara Traoré. L'ère de la possession a commencé. Cette nuit-là, à travers la ville, des feux furent allumés. Non pas des feux de destruction, mais des feux de célébration. Les tambours résonnèrent dans l'obscurité et des voix s'élevèrent dans l'unité. Pour une fois, l'Afrique n'était pas sermonnée. Elle parlait pour elle-même. L'histoire de l'Afrique n'est pas celle de la faiblesse, c'est celle de l'endurance. Pendant des siècles, les richesses du continent ont bâti les palais de l'Europe, éclairé les usines de l'Amérique et alimenté les technologies de l'Asie. Et pourtant, on a dit à l'Afrique qu'elle n'avait rien, qu'elle devait attendre, qu'elle devait obéir. Mais désormais, la marée a tourné. À travers les nouvelles africaines, les gros titres ne parlent plus seulement de conflits et de pauvreté. Ils parlent d'un continent qui reprend ses richesses et sa fierté, sa voix.
Le Ghana contrôle son or, l'Ouganda revendique son café, le Niger défend son uranium. Et au cœur de cette ascension se tient Ibrahim Traoré du Burkina Faso, un dirigeant qui osa dire tout haut ce que des millions avaient toujours ressenti. Nous ne serons plus exploités. Les déserts du Burkina Faso symbolisent de compromis désormais plus que la lutte. Ils symbolisent la résistance, la défiance et la renaissance. Le jeune président soldat ne se contente pas de gouverner, il sculpte un nouveau rôle pour l'Afrique dans l'ordre mondial. Un rôle non pas de servitude mais de souveraineté. Et ainsi, une question s'impose à nous tous. Le monde acceptera-t-il une Afrique qui se dresse en égal ou s'accrochera-t-il aux vieilles illusions de domination? Quoi qu'il en soit, l'Afrique a déjà fait son choix. L'avenir appartient à son peuple, non à ceux qui ont cherché à le posséder. Si vous sentez que vous êtes parmi les premiers à témoigner et à soutenir le président Ibrahim Traoré, partagez cette histoire. Abonnez-vous si vous croyez que la vérité compte plus que les gros titres, car le temps du silence est terminé. Le temps de l'Afrique a commencé. Pendant des siècles, le monde occidental a enveloppé ses chaînes de fer dans la soie des promesses. Ils disaient venir aider, mais leur aide était un calice empoisonné. Ils prétendèrent apporter la civilisation, mais laissèrent dans les nations divisées. Ils prétendaient apporter le progrès, mais laissèrent l'Afrique sans en arrière du monde. Ce n'était pas un partenariat, c'était du pillage peint en couleurs vives. Regardez autour de vous, chaque mine dépouillée, chaque ferme vidée pour l'exportation, chaque rivière détournée pour le profit. Les dirigeants occidentaux se présentent devant les caméras avec le langage de l'aide, mais derrière des portes closes, ils dictent des prêts, des taux d'intérêt, des accords commerciaux, tout conçus non pour élever l'Afrique, mais pour la maintenir à genoux. Combien de temps encore ce mensonge doit-il rester sans réponse? Combien de générations de plus l'Afrique doit-elle saigner sous le masque de l'assistance? La vérité n'est plus cachée. Nous n'avons pas besoin d'ingérence. Nous n'avons pas besoin de marionnettistes décidants qui gouvernent nos nations, ni de banquiers dans des capitales lointaines fixant le prix du pain de nos enfants. L'Afrique peut se gouverner elle-même. L'Afrique peut bâtir ses propres industries, former sa propre jeunesse et forger son propre destin. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, en est de la preuve vivante. La souveraineté ne se donne pas. Elle se prend, se défend et se vit. Ainsi, à l'Occident, le message est clair. Arrêtez, reculez. Votre temps de dicter le destin de l'Afrique est terminé. N'habillez pas votre exploitation en charité. N'appelez pas votre extraction aide. N'appelez pas votre contrôle partenariat. L'ère des mensonges est finie et l'Afrique ne se courbera plus. Mais ce n'est pas seulement un avertissement pour les étrangers, c'est un appel à chaque fils et fille d'Afrique, que ce soit à Ouagadougou ou à Lagos, à Johannesburg ou à Dakar, ou dispersés à travers la diaspora. C'est votre terre, ce sont vos ressources, c'est votre avenir. Levez-vous, unissez-vous. Refusez les chaînes cachées dans les contrats et traités. Le combat n'est pas seulement une question de miner ou de récolte, c'est une question de dignité. C'est le droit d'un peuple de dire « nous nous appartenons à nous-mêmes ». Souvenez-vous de l'histoire. Pendant des siècles, les richesses de l'Afrique ont alimenté des empires ailleurs, tandis que les villages restaient dans l'obscurité. Cette obscurité s'achève maintenant. Le monde doit faire face à une nouvelle où l'Afrique décide pour l'Afrique. Plus d'ingérence, plus de dictats, plus de prétexte selon lequel le continent doit attendre la permission de quelqu'un d'autre pour s'élever. Des mines du Niger aux champs de cacao de Côte d'Ivoire, des ports du Mozambique au désert du Burkina Faso. Un seul cri doit résonner. L'Afrique se tiendra debout, l'Afrique luttera. L'Afrique reprendra ce qui lui appartient. Ce n'est pas une demande, c'est une déclaration. L'Occident doit s'écarter. Laissez l'Afrique respirer, laissez l'Afrique décider, laissez l'Afrique diriger. Car les mains qui ont bâti des pyramides, qui ont sculpté des royaumes, qui ont résisté aux colonisateurs, ces mains vivent encore aujourd'hui et elles ne seront pas réduites au silence. Alors, à chaque cœur africain qui bat encore avec fierté, le temps est venu. Levez-vous, résistez, reprenez. Trop longtemps, l'histoire a été écrite par d'autres. Désormais, elle sera écrite par l'Afrique elle-même.